Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Média Pro. Nous évoquerons ce soir, vu que c'est la 3e année du déclenchement de la guerre en Ukraine, le discours politique en plein changement depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Un changement marqué par un narratif et un décisionnel très différent de l'époque de Biden, puisque la terminologie de guerre est remplacée par les responsables américains, par celle de la paix et du moins de quelque chose qui s'y apparente, qui met l'Europe au pied du mur, surtout après l'appel entre Trump et Poutine, venu porter le coup de grâce au peu d'espoir que les Européens nourrissaient encore sur la question ukrainienne. Cap également sur l'affaire, Sarkozy et ses déclarations incendiaires contre l'Algérie sur un ton menaçant, limite arrogant, versant dans l'extrémisme le plus intolérable. Nous évoquerons également ce soir l'affaire Kamel Daoud qui devra répondre devant la justice, lui qui croyait en avoir fini avec l'affaire Arban, héroïne bien malgré elle dans son roman ou son tout dernier roman. Et bien d'autres sujets nous attendent aujourd'hui et ce soir. Restez avec nous. Alors, nous faisons toujours les présentations. Faisal Metawi, vous êtes chroniqueur à Média Pro. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci également, Sofiane Baroudi, d'être avec nous. Vous êtes donc journaliste dans la rédaction, à la rédaction française ou de francophone de Al24 News. Vous êtes également producteur Al24 News. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Alors, je vous propose, avant d'entamer le débat, de voir ensemble ce qui sera un petit peu l'avant-goût du premier thème de Média Pro aujourd'hui, à savoir la guerre en Ukraine qui donc entame ou qui a entamé déjà sa 3e année. Tout de suite, nous allons voir le commentaire de LCI et nous revenons au débat. Regardez la photo, hein, cette photo fascinante. On est en 2013. Votre regard sur cette photo, voilà. À l'époque, d'ailleurs, c'est fascinant. Presque tout le monde est parti. Président Hollande, président Obama, le Premier ministre anglais, il y a l'État, l'italien, j'oublie, pardon, certains noms, voilà, comme quoi la Transit Gloria Mundi. L'État, il y en a un qui cramponne. Voilà. Il y en a un qui cramponne, là, tout à gauche. Voilà, Poutine cramponne, comme vous dites. Voilà. Mais en fait, cette image est vraiment emblématique d'une époque révolue. Il y a très très longtemps, je travaille à la Commission européenne et on a organisé le G7+1, on l'appelait à l'époque à Moscou, pour parler des questions nucléaires. C'était en 1996 ou 15, je me souviens plus très bien. Et il y avait une espèce un sentiment d'euphorie de se dire la Russie fait partie maintenant du monde riche, du monde qui va. Est-ce que ça peut revenir? Est-ce que ce temps peut revenir? Tout à l'heure, sous Poutine. Là, est-ce que vous pensez, tout à l'heure sur notre antenne, Bernard Kouchner disait pourquoi pas? Ça fait partie des possibles que, effectivement, la roue tourne à ce point. J'ai du mal à y croire. La Russie, elle a l'intérêt de retourner. Je pense qu'ils ont dit qu'ils ont trouvé le club des puissants et c'est pas les G7. Le club des puissants, c'est les économies émergentes et c'est pas du tout les économies des pays européens, surtout certes très développés et tout, mais lui, il est du côté des BRICS, il est quand même, dans les G20, mais le Brésil, l'Inde, la Chine, c'est ça qui l'intéresse en fait. Cela étant, la roue tourne très vite. Faisal Metawi, alors voilà, des images, des commentaires. Un commentaire que nous aurions dû faire parce que de toute façon, on voit que réellement, il y a une différence entre les images de 2023 par exemple ou de 2022, lorsqu'on voyait donc Biden et les puissants de ce monde, bien sûr, si vous voulez afficher quand même une certaine dégaine, les puissants de ce monde au chevet de l'Ukraine. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Quel commentaire peut-on faire de ça? Oui, avoir ce commentaire qui va Trump dans tous a les sens. complètement inversé la donne. Absolument, dans ces commentaires de commentateurs, de chroniqueurs français, parce que LCI, il faut noter, s'est spécialisé dans la guerre en Ukraine, pour ne pas parler des problèmes internes français et d'autres problèmes, pour ne pas parler des massacres des Palestiniens aussi à Gaza et d'autres massacres. Oui, elle s'est spécialisée dans le Russian bashing. Chaque jour, on attaque. C'est une chaîne qui est reliée même du fake news. Et là, avoir l'attitude des commentateurs, on comprend qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Ils sont la décision de Trump. Oui, mais tu as eu juste un petit truc, parce que là, j'étais en train de voir ensemble, mais ils sont presque nostalgiques.
Oui. Il voudrait revenir vers ce passé qui est très récent, d'ailleurs, il n'est pas très lointain. Oui, mais là, vous avez remarqué que les mots ont changé par rapport à la Russie. Maintenant, la Russie n'est plus dans le bannissement de l'ordre du monde, n'est plus dans la mise à l'écart, même si l'Europe était fière à un moment donné de censurer les médias russes comme RT et Sputnik, eux qui dénoncent la censure, qui donnent des leçons au reste du monde sur la liberté d'expression. Et là, depuis que Donald Trump a pris le pouvoir aux États-Unis pour un second mandat, et depuis les 90 minutes passées au téléphone entre Poutine et Trump en parlant de la nécessité de mettre fin à la guerre de l'Ukraine, parce que les États-Unis, de toute façon, ils ont donné plus de 183 milliards de dollars en 3 ans, ce qui est énorme. Et Trump et ses conseillers, notamment son conseiller à la sécurité et son vice-président, l'ont clairement dit, notamment à la dernière conférence de sécurité à Munich, qui est l'une des plus importantes conférences de sécurité, où il a été clairement dit que cette guerre en Ukraine doit s'arrêter. Donc l'Europe ne sait plus où donner ta tête, parce que, l'Europe n'a pas été mise à contribution pour la fin de la guerre. Oui. Vous savez qu'il y a eu des négociations à Riyad, en Arabie Saoudite, entre la Russie et les États-Unis, parce que Donald Trump, le président américain, parle et sait bien que la solution est à Moscou, elle n'est pas à Bruxelles. Et c'est-à-dire que, et beaucoup de spécialistes le disent, peut-être Sophia sera d'accord avec moi, que la paix qui reviendra bientôt, à mon avis, en Ukraine, se fera sans l'Europe. Et l'Europe aura été le plus grand perdant de cette guerre. Sofiane Baroudi, alors c'est vrai que finalement, on a l'impression que Poutine est venu un petit peu donner plutôt Trump est venu donner le temps en disant que à l'Europe, que le rôle a cessé finalement, qu'ils n'ont plus aucun rôle à jouer, parce qu'il a dit que de toute façon, et on l'a vu au sommet de Riyad, où c'est tout simplement les négociations étaient directes entre les Américains et les Russes. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu beaucoup d'Européens, pour ne pas dire qu'on n'a vu aucun, même si les inquiétudes, il a voulu être rassurant un petit peu, l'envoyé spécial, donc le vice-président américain, quelque part. Alors, à mon avis, ce qu'il y a d'intéressant dans le traitement des médias européens, notamment concernant déjà l'appel qualifié d'historique, parce que c'est le cas entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les présidents américains et russes, c'est que ça, si vous voulez, ça clôt un cycle assez important où il y a eu un engagement massif des médias européens, mais aussi des États européens, dans un sens assez unique, qui est celui du soutien tous azimuts à l'Ukraine, face à ce qu'il prétendait être, si vous voulez, une invasion russe qui a été qualifiée aussi de termes très, si vous voulez, très creux, très agressifs. On a vu aussi un deux poids, deux mesures très important, notamment avec ce qui s'est passé en Palestine avec le génocide du peuple palestinien, notamment sur le volet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Oui. Où une terminologie assez agressive a été utilisée pour le cas ukrainien et non pour le cas palestinien. Après, ce qu'il y a aussi, à mon avis, d'important, c'est vraiment une rupture géostratégique majeure, celle de ce qu'on appelait l'euro-atlantisme, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine était, pour les dirigeants européens et aussi, si vous voulez, de surcroît pour les médias européens, si vous voulez, un thème qui est crucial, y compris pour la survie du bloc euro-atlantiste. Or, on remarque que le nouveau président américain qui est revenu au pouvoir l'avait déjà annoncé, mais les médias européens ont continué dans une forme d'occultation et de désinformation de leur propre public en n'annonçant pas ce qui était en réalité connu de tous. Le fait qu'il y avait un nouvel ordre, une nouvelle configuration stratégique qui se faisait non seulement si vous voulez, contre les intérêts européens, mais au détriment des Européens, parce que c'est ce qu'on a remarqué à Riyad. C'est-à-dire qu'il y a eu une absence complète des Européens et aussi une présence de nouvelles puissances émergentes, parce qu'on parle de la Russie, on parle aussi des États-Unis, mais il faut rappeler aussi le rôle de plus en plus important de grands pays arabes comme l'Arabie Saoudite, qui a joué un rôle très très important et qui, si vous voulez, représente les nouvelles puissances émergentes. D'ailleurs, le pari stratégique russe a été très, si vous voulez, très salutaire. D'ailleurs, on a remarqué que l'Ukrainienne, sur le plateau de LCI, elle-même l'a dit, c'est-à-dire que la Russie, après avoir été isolée par le bloc euro-atlantiste, s'est concentrée sur la construction de relations avec le Sud global, notamment via un rôle de plus en plus actif des BRICS. Il y a aussi le groupe de Shanghai. Il y a aussi d'autres conglomérats qui regroupent des puissances émergentes et de grandes puissances. Économiquement parlant, n'est-ce pas ? D'abord, le président Trump demande à ce que la Russie revienne au G7. Ça veut dire la fin de ce qu'on peut appeler l'embargo. Maintenant, l'adhésion, l'accession
qui était tant voulu, tant chanté par l'Union européenne et par les battants en guerre européens, l'accession de l'Ukraine à l'OTAN, c'est plus possible. Et on sent et je suis d'accord avec Sofiane sur cette rupture majeure dans cette alliance née après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Europe et l'atlantisme à travers l'OTAN et les États-Unis. Les États-Unis maintenant choisissent d'autres partenaires. Et c'est très clair. Le président Trump l'a clairement dit. Et il a reproché d'ailleurs. Vous avez vu comment il a parlé donc dans ses interviews, ses récentes interviews sur l'Europe qui n'achète pas les voitures américaines, qui n'achètent pas les produits agricoles et d'autres produits. La balance commerciale est largement favorable à l'Europe au détriment des États-Unis. Il a imposé des tarifs sur l'aluminium et sur l'acier de 25%. Oui. Et il menace aussi très conservateur. C'est un peu conservateur sur son économie parce que lui... C'est des mesures protectionnistes. Protectionnistes qui vont à l'encontre des règles de l'OMC. Mais bon, c'est un choix aussi souverainiste parce que le président Trump a toujours défendu l'idée de Make America Great Again, rendre l'Amérique plus grande. Et donc, parce que c'était un discours qui était impensable il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Aucun président américain n'aurait parlé de l'Europe de cette manière. Là, on sent presque un certain mépris par rapport à l'Europe. Ça veut dire que le président Trump veut travailler avec la Russie. Il veut travailler dans le futur avec l'Afrique, parce que vous aurez remarqué qu'il n'a pas tenu de propos du même acabit par rapport à l'Afrique. Son dernier mandat. Oui, il travaille. Le président mandat, mais on sent qu'il y a un mûrissement dans la politique extérieure, le choix des partenaires. Les États-Unis vont se diriger probablement vers des pays comme le Brésil, des pays comme l'Inde, ça veut dire des pays comme l'a souligné Sofiane et BRICS. Et c'est vrai que la Russie, maintenant, a renforcé sa relation avec ce qu'on peut appeler le Sud global. Oui. La Russie est beaucoup présente dans l'économie africaine, elle est présente dans le monde arabe. Et même l'Arabie Saoudite, qui est un partenaire devenu un acteur important au Moyen-Orient et sur la scène mondiale. Pourquoi avoir le choix de l'Arabie Saoudite pour le sommet, n'est-ce pas ? Pour ne pas le faire en Europe, parce qu'on aurait pensé, logiquement, voilà, comme c'était l'ancien monde, que les négociations auraient lieu à Bruxelles, ou à Paris, ou à Londres. Oui, non, traditionnellement pensant. Ça veut dire que la stratégie américaine, la nouvelle stratégie, elle ira ailleurs, sur d'autres terres, parce que l'Arabie Saoudite est un grand exportateur de pétrole, il fournit du pétrole aux États-Unis, c'est un pays qui a de grandes capacités financières, donc les États-Unis... C'est des signaux qui sont lancés. C'est des signaux, et il faut noter qu'il y a d'excellentes relations entre l'Arabie Saoudite et la Russie, et les États-Unis. Effectivement, c'est des signaux. Ça veut dire que la carte du monde est en train de bouger, et l'Europe est en train de s'isoler. Est-ce que l'Europe aura une voix dans la diplomatie mondiale future? On ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les médias, dont le prestigieux The Economist, la revue britannique, qui s'interroge sur ce que veut Trump avec l'Europe dans le futur, on sent que, parce que la relation ne s'arrête pas uniquement aux aspects économiques et politiques, même aux aspects militaires et sécuritaires. Oui. Et d'ailleurs, le président Trump, et le New York Times en a parlé, menace de lever la sécurité, ce qu'il appelle la sécurité à l'Europe. Il ne va plus sécuriser l'Europe parce que vous savez que l'Europe qui a peiné à construire ce qu'on appelle une politique de défense européenne, une politique de sécurité, a toujours bénéficié du parapluie américain. Ce parapluie risque de se fermer et l'Europe va se retrouver seule face au monde. L'Europe qui n'a pas su développer des rapports équilibrés, notamment avec d'autres parties du monde, notamment l'Afrique. Oui, c'est pour ça. Oui, allez-y, Sofiane. C'est pour ça que j'allais juste dire cette phrase, parce que en suivant ce qui s'est passé après le sommet de l'Arabie Saoudite, on a dit, on s'inquiétait. Une question dans laquelle le journaliste s'inquiétait de la présence de Zelensky. Oui. Et Trump disait qu'il avait 3 ans pour pouvoir faire quelque chose, il n'a rien fait. C'est une façon aussi de l'exclure, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire un pas. Faible. Voilà. Pour Trump, c'est un faible. Et Trump ne part pas avec les faibles. Voilà. Moi, je pense qu'en réalité, ce que voulait dire le président américain, c'est que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait l'opportunité de pouvoir négocier avec les Russes à plusieurs reprises. D'ailleurs, on se souvient que les Saoudiens eux-mêmes avaient invité le président ukrainien à l'occasion d'un sommet arabe. C'était justement une des nombreuses occasions pour faire la médiation. Il faut rappeler aussi le rôle arabe très important dans la médiation, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de médiation entre la Russie et l'Ukraine, dont une médiation turque, mais le groupe arabe a été le premier à avoir agi en ce sens-là. Il y a l'Arabie Saoudite qui a un rôle important, il y a l'Égypte qui a essayé, et l'Algérie à travers le président de la République, qui l'a d'ailleurs rappelé récemment dans son interview à l'Opinion, a tenté des efforts de médiation. Les Russes
étaient pour une négociation, mais les Ukrainiens, même après, c'est-à-dire que lors de la visite d'État en Russie qu'a effectué le président de la République, il y a eu aussi un message de paix qui a été porté. La partie russe a répondu favorablement. La partie ukrainienne, sous pression, notamment européenne et britannique, a refusé complètement toute velléité de négociation, essayant d'avoir un programme qu'on appelle maximaliste, qui était impossible. Il faut rappeler aussi que ce qui se passe met à nu aussi le mensonge des médias mainstream européens qui ont menti à l'opinion publique, disant tout le temps que la Russie subit une défaite militaire cuisante sur le terrain. Or, ce qui est concret, ce qui a été constaté par tous les observateurs, les experts stratégiques et militaires, c'est qu'en réalité, il y a une stratégie russe d'avancer tranquille, qu'il y a déjà un contrôle sur les zones les plus importantes du Donbass et que l'Ukraine est épuisée d'un point de vue opératif et militaire, tout simplement parce que, et le président Trump l'a rappelé, cette guerre, c'est un grand carnage. Il y a des millions de morts et aucun média européen ne parle justement des victimes de cette guerre, ne cherche à atténuer les faits, qui ne sont pas que ukrainiens, mais il y a beaucoup d'Ukrainiens. Non, je veux dire qu'il y a des gens qui se sont engagés, quand je dis de nationalités différentes, qui sont venus pour combattre auprès des troupes ukrainiennes par exemple, et qui ont perdu leur vie. Exactement, l'international, notamment d'extrême droite, qui a soutenu l'Ukraine, qui a soutenu les bataillons d'Azov, qui sont qualifiés aussi par les Russes de néo-nazis. Il y a des victimes, beaucoup de victimes du monde entier, mais il y a aussi une situation où un pays est complètement saigné et que c'est un pays européen, ça peut aussi entraîner des conséquences sur le vieux continent. Après, il y a aussi un élément stratégique qui est très important et qui a été un peu méprisé par les médias européens. C'est le fait que la nouvelle administration américaine soit vraiment focus, concentrée sur la Chine et sur la zone Indo-Pacifique. C'est-à-dire que la zone euro-atlantique a perdu son importance stratégique, l'importance qu'elle avait déjà à la veille et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il s'agit vraiment d'un changement très profond et je pense qu'il y aura aussi des conséquences politiques. D'ailleurs, actuellement, il y a des élections très importantes en Allemagne, qui est la première puissance économique en Europe, qui peuvent déboucher sur un changement de pouvoir assez important. On parle notamment de l'AfD, qui est soutenu par Elon Musk, qui est un parti très nationaliste, on va dire la droite dure, voire l'extrême droite, et qui est très pro-russe. Il y a aussi des élections en Roumanie qui ont été remportées par l'alliance pro-russe, qui ont été annulées au premier tour, d'ailleurs par une intervention qui a été discutée, une intervention... Ça veut dire bien que la propagande anti-russe qui a sévi, notamment dans les médias occidentaux... Et l'interdiction des médias russes aussi. Interdiction des médias russes, interdiction de toute autre voix qui apporte le point de vue russe. Parce que vous aurez remarqué que les médias, notamment allemands et français, un peu britanniques, ces 2-3 dernières années, n'ont à aucun moment essayé d'avoir la version russe. Et c'était à chaque fois les attaques, c'est devenu de la propagande. Lorsqu'il y avait Merkel, par exemple, le pouvoir qui était... D'ailleurs, Merkel s'est fait lyncher parce qu'on lui a reproché d'être trop proche de la Russie, d'avoir signé des contrats gaziers. Parce que l'Allemagne, c'est le pays qui a donné le plus d'argent et de soutien militaire à l'Ukraine après les États-Unis. Et l'Allemagne, effectivement, avec les élections législatives, où on risque de voir une nouvelle carte, parce que par le passé, c'était le SPD, donc les social-démocrates. Le SPD, les écologistes, mais c'est une coalition qui a éclaté. Ou la CDU, qui est donc les chrétiens-démocrates. Il y a effectivement l'émergence de cette force d'extrême droite et qui se revendique hitlérienne. Ça veut dire que par certaines idées, elle dépend des idées nazies. Malgré ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de complexe, parce que cette extrême droite dure décomplexée, ce n'est pas uniquement un phénomène français. C'est également européen, etc. Et ce qui agace notamment les chercheurs ou les experts ou les spécialistes, ceux qui se présentent comme spécialistes du monde russe, c'est justement le fait que ces partis d'extrême droite ont une autre opinion sur la Russie. Ce n'est pas la même opinion de la propagande habituelle, anti-russe, etc. Et d'ailleurs, le président Trump, dans cette déclaration récente, il a reproché à Paris et à Londres de n'avoir rien fait pour avancer le processus de paix. C'est vrai, comme le disait Sofiane, toutes propositions de médiation ont été rejetées par les Européens et qui ont poussé donc Zelensky à les refuser pour vendre davantage d'armes. D'ailleurs, le président français voulait envoyer des avions de chasse et des troupes, etc. sur le terrain, etc. Est-ce que la guerre aura été gagnée? Visiblement, l'Ukraine va perdre la guerre, parce que les déclarations de Trump par rapport à l'accord qui va signer, c'est que l'Ukraine restera dans ses frontières actuelles. Ça veut dire les territoires récupérés
par la Russie vont rester en. C'est ce que j'allais dire, en fait, Faisal Mettaoui. C'est-à-dire qu'on va se dire tout ça pour ça, parce que de toute façon, il y a des précisions où on revient vers 2014, c'est-à-dire qu'on revient aux frontières de 2014 et pas aussi par rapport. Même pas aux frontières. Même pas de proximité. Les 4 oblasts qui sont Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk et Luhansk. Donetsk et Lugansk, par exemple, ont été complètement rattachés à la Fédération de Russie. Et militairement, c'est une question de temps. Finalement, on revient carrément aux accords de Minsk. Bien sûr, des accords de Minsk. Avec en plus, ça va au-delà des accords de Minsk. Avec le rattachement de Donetsk et de Lugansk. Ça va au-delà des accords de Minsk. Parce que les Européens n'ont pas voulu, n'ont pas respecté les accords de Minsk, ils n'ont pas respecté les accords d'Istanbul. Ils ont refusé toutes les formes de propositions qui ont été faites. Ça veut dire qu'ils voulaient cette guerre, alors qu'ils savaient personnellement que l'Ukraine ne va jamais gagner la guerre contre la Russie. La Russie est une puissance nucléaire, une puissance économique qui est très bien, qui est bien assise donc, en termes de stratégie spatiale, militaire, etc. Les Européens poussaient l'Ukraine comme dans l'objectif d'essayer d'affaiblir et de détruire la Fédération de Russie. Ils pensaient qu'ils pouvaient affaiblir parce qu'il y avait des discours qui étaient inquiétants, y compris par des experts militaires européens qui pensaient que la Russie est en train de perdre la guerre. C'était de la folie, c'était de la propagande, et on voit effectivement, vous avez raison Leïla, l'Ukraine avec l'Europe sont les principaux perdants de cette guerre parce qu'il y a eu des villes détruites. Et d'ailleurs, le président Trump le disait, le président Zelensky voyait ces villes se faire détruire, il n'a rien fait. Le président Macron et le Premier ministre britannique n'ont rien fait. Ça veut dire, oui, c'est une perte qui manifeste et qui va, à mon avis, redessiner la carte du monde. Et si on inverse la vapeur, Sofiane, est-ce que c'est un coup dur finalement pour l'Europe? Parce qu'on va vraiment vers le début de la fin de la guerre. À mon avis, c'est pire qu'un coup dur pour l'Europe. C'est vraiment une défaite historique, parce qu'il faut rappeler aussi quelque chose. C'est-à-dire que l'élite européenne a été très va-t-en-guerre sur le cas ukrainien. Mais ce n'est pas eux qui ont mené la guerre sur le terrain. C'est les Ukrainiens d'abord, et avec l'aide américaine. Trump a parlé de 350 milliards de dollars octroyés par les Américains. Et même l'expertise militaire, elle était américaine. L'appui en termes de renseignement qui a été très décisif dans la défense ukrainienne était américain. Et ce que révèle aussi cette crise diplomatique, parce qu'il faut qualifier... était européen, mais bon... Il y avait aussi les Britanniques. Les Européens fournissent 100 milliards, les Américains 350 milliards. C'est plus de 3 fois ce qu'a fourni toute l'Union européenne. Donc l'aide américaine était vraiment décisive. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a vraiment une panique dans toutes les capitales européennes. Ça révèle aussi l'hyperdépendance européenne, non seulement déjà à la protection militaire américaine en Europe, ça c'était déjà su après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une profusion de bases américaines en Europe, dans les pays les plus importants. L'OTAN, en réalité, le commandement de l'OTAN est américain. D'ailleurs, le président Trump a dit que l'article 5 ne pourrait pas être invoqué, même si les Européens le demandent. Il y a aussi une dépendance diplomatique et politique importante. Pour rappeler, l'article 7, c'est quand un pays est membre de l'Atlantique Nord, ça peut être attaqué, les autres États réagissent. Il y a des commentateurs, Leïla, j'ai vu dans la presse, Sofiane, que maintenant on est en train de se poser quel est l'avenir de l'OTAN. Parce qu'il faut rappeler qu'à la fin de la guerre froide, après la guerre froide, les Américains et les Occidentaux se sont engagés avec les Soviétiques à l'époque que le pacte de Varsovie est dissous. Il sera suivi tout de suite après par la dissolution de l'OTAN. L'OTAN n'a pas été dissoute, elle est restée. Et ils étaient censés ne pas avancer de base au-delà des frontières de l'Allemagne. Et Lavrov est revenu sur la question. Il a dit dernièrement... Ils ont des bases partout, dans les pays baltes par exemple. Les pays baltes, c'est l'étranger très très proche de la Russie. Il y a des bases dans tous les pays baltes. C'est peut-être pour ça que Lavrov a insisté en disant que nous ne voulons pas de l'OTAN proche de nos frontières. Voilà. C'était déjà convenu. Déjà, il y a ce qu'on appelle le traité de Budapest en 1994 qui prévoyait la dénucléarisation des républiques ex-soviétiques, dont l'Ukraine d'ailleurs, qui a cédé son arsenal nucléaire avec le Kazakhstan et avec la Biélorussie. Après, il y a eu si vous voulez, une sorte d'accord tacite qui a très vite été violé, notamment par les Européens qui ont commencé à multiplier les bases de l'OTAN, d'abord à l'est de l'Allemagne, jusqu'aux frontières très très proches de la Russie, jusqu'aux pays baltes, à la Roumanie. Avec des laboratoires d'essais bactériologiques. C'est pas des théories de complotisme. Parce que quand on dit ça, on nous dit oui, c'est des théories. Alors que oui, les experts, y compris... C'est des faits réels. C'est des faits réels. Ils ont trouvé des laboratoires de guerre bactériologique, guerre biologique et chimique aux frontières très bien, monsieur, on va faire court pour ce dossier parce qu'on a un élément très important aussi à rappeler, c'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est que vraiment la stratégie américaine actuellement
et d'essayer de briser une alliance sino-russe. Ça fait partie, si vous voulez, du b.a.-ba de la stratégie, de la grande haute stratégie américaine depuis Brzezinski. Ce qui a été fait a été considéré par l'administration comme étant une sorte d'erreur stratégique parce qu'elle a poussé à un rapprochement quasi, si vous voulez, organique entre la Chine et la Russie, ce qui constitue vraiment un bloc menaçant. Ouais. Il y a aussi un autre élément qui est très important, au-delà de la défaite psychologique des Européens. Il s'agit, à mon avis, d'une transposition dans une nouvelle ère où tout le mythe qui a été construit autour de la puissance européenne s'effondre à côté de la dépendance, si vous voulez, quasi vitale que les Européens ont vis-à-vis des États-Unis. Voilà, et ça s'émiette. D'ailleurs, pour ne pas faire trop long, parce que le dossier a pris quand même beaucoup de place, on se pose la question sur le sort de Zelensky. Hein. Zelensky, il faudrait faire toute une émission. Il est président de l'Ukraine depuis mai 2024. Je crois qu'il a déchanté réellement. Et ça lui a été rappelé par le président Trump. Oui. Il a même qualifié de dictateur. Sans élection. Sans élection, sans rien. En plus, il y a aussi l'histoire, parce que sur un dernier mot, l'administration américaine parle de 350 milliards de dollars, mais l'administration ukrainienne évoque la moitié. C'est-à-dire qu'on se demande où est partie l'autre moitié de l'aide, et notamment des armes, parce qu'il y a aussi une question sécuritaire sur le sort des armes qui ont été livrées à l'Ukraine, parce que beaucoup d'enquêtes révèlent qu'il y a des filières de trafic de cet armement. Au moins 40% des armes sont retrouvées. Il y aurait même des armes ukrainiennes qui se sont retrouvées en Afrique par je ne sais quel miracle. Oui, par je ne sais quel miracle. Il y a même des Israéliens de l'antisémitisme qui combattent en Ukraine, parce qu'ils sentent un petit peu que c'est un petit peu leur mère patrie. Et on sait très bien que toute une histoire autour de ça. Voilà. Pour ne pas citer certains noms comme Golda Meir. Bon, ça c'est pour clore le sujet, n'est-ce pas, messieurs? Alors, on passe quand même à l'affaire Louis Sarkozy. Alors, pas lui, qu'est-ce qui lui a pris en faisant des déclarations comme par exemple « je brûlerai l'ambassade » et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on voit autant de discours haineux, Faisal Matawi, passer de la manière la plus banale sur les plateaux de télévision? De plus, le monsieur... Alors, il est devenu célèbre parce qu'il a acquis en autorité. Il est invité sur tous les plateaux pour encore déblatérer son venin. Oui. Est-ce que c'est normal tout ce qui se passe? Non, c'est pas normal. Louis Sarkozy est le fils de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui porte un bracelet électronique, il faut le rappeler, depuis que... Je crois qu'il va être rejoint par son fils avec le même bracelet. Bracelet électronique parce qu'il est poursuivi pour une affaire d'écoute téléphonique, mais également une autre affaire sur les financements de sa campagne électorale par de l'argent libyen, selon la justice française. L'affaire est toujours en justice. Des mallettes. Alors Louis Sarkozy, devenu qui est actuellement, en parenthèse, chroniqueur à Valeurs Actuelles, le journal de l'extrême droite, il veut à tout prix devenir un homme politique. Il faut noter que cet homme de 27 ans est américain, il a la nationalité américaine, il n'a pratiquement pas vécu en France. Il voulait même devenir soldat américain et il s'est fait inscrire dans une académie, il a été rejeté. Il est revenu en France, il est présenté comme un essayiste, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit, et comme un historien, alors que quelqu'un qui n'a pas été formé comme historien, il a tenu des propos qui sont scandaleux. Alors, dans un gros portrait qui lui a été dressé par Le Monde, il a été donc publié dans, on ne sait pas pourquoi, un journal quand même assez respectable comme Le Monde réserve une page à Louis Sarkozy et qu'il, alors je citerai une phrase dite dans ce journal pour un peu avoir une idée sur le niveau intellectuel de Louis Sarkozy. Il a déclaré qu'il voulait installer dans la célèbre bibliothèque du Congrès américain à Washington des tables de billard et un bar de whisky et enlever toutes les tables qui sont réservées à la recherche. Donc c'est quelqu'un, voilà, le point de vue de cet homme. Pour un historien, je pense que ça fait un peu dissonant. Oui, et pour lui, la liberté d'expression implique le droit de diffuser des fausses informations. Donc voilà cet homme comme on réfléchit, et la phrase scandaleuse qu'il a tenue. Alors, il disait, dans ce portrait publié par Le Monde, « Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait l'écrivain Barham Sansal, je brûlerais l'ambassade d'Algérie, je stopperais tous les visas, j'augmenterais 250% les tarifs douaniers. » Donc on appelle ça de l'incitation à la violence. Haine, à la violence. Appel à la violence. C'est un appel à la guerre. Curieusement, Bruno Retailleau, qui est le ministre, j'allais dire, d'extrême droite français, n'a pas entendu cet appel à la violence. N'a rien. Ça va même au-delà de ça, c'est une violation des conventions internationales. Il s'agit d'une ambassade. C'est un terrain de souveraineté qui est menacé. Bruno Retailleau, qui chaque jour accuse l'Algérie de refuser
ses ressortissants, selon lui, sur les obligations de quitter le territoire français, alors qu'il faut avoir des laissez-passer consulaires, et qui a accusé des Algériens, ils sont poursuivis en justice, certains détenus, pour avoir tenu des propos violents. Il n'a pas vu que Louis Sarkozy a tenu un propos. Et ce n'est pas les premiers propos. C'est plus que violent. Ce n'est pas les premiers propos. C'est des appels menaçants. C'est des menaçants contre un pays. Des menaces, un pays. En fait. Le même Louis Sarkozy, vous vous rappelez sur PN en septembre 2024, dans une émission de LCI, il disait à propos des Palestiniens de Gaza qu'ils crèvent tous. Israël fait, selon lui, le travail de l'humanité, absolument aucun report. Qu'ils crèvent tous, c'est aussi un appel à la violence, c'est de la haine. Il n'a jamais été poursuivi pour ça. Donc il y a clairement, avec l'affaire Louis Sarkozy, on sait qu'en France, il y a du deux poids, deux mesures. Quand vous êtes algérien, vous tenez des propos qualifiés de violents, vous êtes poursuivi. Mais quand vous êtes français, parce que Louis Sarkozy n'a aucun mérite. Il n'a aucune légitimité, à part le fait d'être un fils d'un président. Et donc, quand il dit j'allais dire des stupidités et des menaces contre un pays, on ne trouve pas ça que c'est scandaleux. Justement, c'est pour ça que je disais, on lui passe maintenant carrément, on lui prête tribune pour qu'il puisse encore, si vous voulez, débiter son venin, et alors que ce bonhomme devrait être poursuivi en justice si réellement on était dans un pays démocratique et surtout qui respecterait les lois, parce que ça tombe sur le coup de la loi. Dans un état de droit, la Cour se serait, si vous voulez, autosaisie pour examiner ses propos. Après, je pense que c'est aussi dans une tendance assez générale dans la droite dure et l'extrême droite en France. Il y a un peu un concours de surenchère sur le thème de l'algérianophobie, particulièrement parce qu'on a vraiment remarqué qu'il y a un développement d'une haine anti-algérienne qui devient assez préoccupante et assez dangereuse. Je pense pour les Français eux-mêmes, parce que c'est une problématique qui a des racines historiques, qui a aussi des complications de type politique et sociologique et qui risque d'apporter, si vous voulez, parce qu'il y a une partie qui attise les tensions d'une manière irresponsable, il faut le dire. Et ça risque de débaucher sur des scénarios qui peuvent être des scénarios très compliqués à gérer en France même. Après, ce qui est aussi, à mon avis, un peu choquant, c'est le fait que les médias qui se revendiquent comme étant des médias qui respectent l'éthique, d'abord journalistique, mais aussi plus généralement les règles et les conventions internationales, parce qu'il s'agit aussi, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on parle d'une ambassade. C'est-à-dire que c'est une structure, une institution qui est protégée par des conventions internationales. Même en temps de guerre, on n'attaque pas une ambassade. En temps de guerre. C'est-à-dire que c'est un territoire du pays qui est sanctuarisé, qui est censé être sanctuarisé, protégé par plusieurs conventions internationales. La France se dit et prétend être le pays, si vous voulez, de la diplomatie, et prétend que le français était la langue de la diplomatie pendant un siècle ou deux. Je ne comprends pas comment ce type de propos peuvent passer d'une manière aussi limpide dans des médias qui sont aussi des médias crédibles, comme Le Monde, par exemple. Aussi facile, c'est-à-dire que finalement, ce que je disais, que le discours anti-algérien est vraiment banalisé, qu'il passe le plus normalement du monde, alors qu'on devrait s'en offusquer. Parce qu'on s'en est offusqué lorsqu'il s'agissait, par exemple, de la Palestine. Pour moins que ça, pour un pin, pour une image, pour un... Il y a eu une criminalisation de tout le mouvement de solidarité avec la Palestine, une apologie du génocide systématique. Alors, lorsque les mots sont dits de manière aussi franche, il me semble que ça devrait quand même susciter l'inquiétude. Non, je pense qu'on a vraiment franchi un palier aussi dans la violence. Et on s'étonne pourquoi le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui n'a pas cessé de donner des leçons à l'Algérie et au reste du monde, notamment à l'Ukraine. Et on a vu que ces dernières déclarations sur l'Ukraine, il est passé complètement à côté dans l'analyse, donc à se poser comment on peut faire des analyses à ce niveau-là, parce que la France, vous savez, a eu des élections législatives où ce n'est pas les portes qui ont gagné qui gouvernent. Donc bon, au-delà de ça, il y a eu une association qui s'appelle SOS Racisme qui a déposé plainte. Elle a plutôt signalé les propos de Louis Sarkozy à la justice, parce que ça tombe sur le code de la loi, ça attise la haine, la violence, etc. Parce qu'il faut noter, et ça passe souvent inaperçu, Sofiane et Leïla, qu'il y a des groupes d'extrême droite français, des groupes terroristes, parce que les propos de Louis Sarkozy, pour moi, c'est des déclarations terroristes. Ça, on ne peut pas les qualifier autrement. Il y a des groupes qui agissent qui ne sont pas évoqués dans les médias, qui agissent en groupe, qui ont des armes,
qui sont menaçants. À mon avis, les propos de Louis Sarkozy, parce qu'il faut le dire clairement, ont mis en danger la vie de nos diplomates algériens en France. Oui, c'est une incitation à la guerre, au meurtre. Alors que c'est de la responsabilité de la France de sécuriser toutes les chancelleries et les ambassades sur son territoire. Et je m'étonne pourquoi le ministre des Affaires étrangères français n'a rien dit, le ministre de l'Intérieur n'a rien dit, comme si ces déclarations étaient voulues ou à la limite soutenues. Et où je suis d'accord avec Sophie, il y a de l'algérophobie en France, une algérophobie qui est devenue systématique, presque systématique. Chaque jour, on parle de l'Algérie depuis 3 mois, Leïla. Oui. Chaque jour. Oui. Ce n'est pas un député. On est arrêté. Oui. Je brûlerai l'ambassade. Ça circule et ça mérite des promotions. Faisal évoque vraiment un point très très important. Oui. Il faut rappeler qu'il y a aussi une histoire morbide post-indépendance algérienne sur l'attaque des structures diplomatiques algériennes. Il y a par exemple des attentats célèbres contre des consulats algériens qui ont été perpétrés par des groupes criminels et terroristes comme l'OAS. En France même, d'ailleurs, il y a un célèbre film de Mohamed Slim Riyad, qui est un réalisateur algérien, qui s'appelle Autopsie d'un complot, qui commence par l'illustration à la fois de l'assassinat du grand patriote algérien et révolutionnaire palestinien Mohamed Boudia, qui a été assassiné à Paris par la collaboration entre le Mossad et les services français, et aussi par une bombe que l'OAS a fait sauter dans un consulat algérien à Marseille, qui a fait plusieurs morts. Et donc, c'est vraiment une incitation à la haine qui renvoie, si vous voulez, à une période de l'histoire post-indépendance algérienne où l'ultra-droite type OAS a essayé à redoubler d'efforts pour, si vous voulez, essayer de casser l'élan de l'indépendance algérienne et tout ce que ça représentait au niveau international. Parce qu'il faut rappeler que l'OAS a profité aussi de la complaisance de plusieurs régimes fascistes à l'époque, en Espagne, au Portugal, en Grèce et aussi en Amérique latine, et que l'Algérie a eu un rôle très actif dans le soutien à la résistance démocratique dans les pays d'Europe du Sud et dans les pays d'Amérique latine. Et donc ça renvoie vraiment à une époque très tumultueuse et dans la situation explosive que traverse actuellement le continent européen en général et la France en particulier, on peut considérer que c'est une dérive qui est vraiment inacceptable. C'est pour ça que je dis que l'histoire mémorielle est très chargée. Il y en a même qui n'ont pas encore vraiment avalé la pilule de l'indépendance algérienne. Monsieur, je vous propose donc de voir ensemble la réaction de Karim Zeribi concernant justement les propos haineux de Louis Sarkozy. Tout de suite. La sortie, évidemment, sa déclaration de Louis Sarkozy. Si j'étais aux manettes, Karim, et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. C'est complètement lunaire ce qu'on entend. C'est plus que lunaire, hein. C'est scandaleux, c'est passible d'une condamnation pour apologie de violence et de terrorisme, quasiment. Qui peut se permettre d'indiquer qu'il faut brûler une ambassade parce qu'on est en désaccord diplomatique avec un pays. Si n'importe quel citoyen lambda qui avait tenu ces propos, on aurait eu une perquisition suivie d'une garde à vue à la demande du ministre de l'Intérieur qui fait beaucoup parler de lui, Retailleau, à la seconde de près. Mais comme là c'est Louis Sarkozy, donc il peut tout se permettre. C'est le fils d'eux. Il a 27 ans. Il n'a pas vécu en France, il a fait ses études aux États-Unis. Quelle légitimité il a, lui, à prendre la parole? Mais pour qui se prend-il? On le fait passer pour un essayiste, un éditorialiste, un homme politique. Et c'est du foutage de gueule. Mais notre pays est descendu, est tombé aussi bas pour que la parole d'un énergumène de ce type que puisse, à un moment donné, avoir la portée qu'elle a. Il est invité sur les plateaux de chaîne info, il donne son avis, il se prend pour un historien, un coup pour un diplomate, après il va réunir une soirée parisienne donc quelques fils de bourgeois de droite et d'extrême droite pour donner sa vision de la société française qu'il ne connaît pas. Il faut le dire. Je veux dire, il n'a pas grandi ici, pas été à l'école ici, c'est un Américain pour moi. Un Américain qui a des postures, je dirais, très trumpistes. Non, moi j'ai été choqué de, si tu veux, encore une fois, du fait que ça passe comme une lettre à la poste. Parce que à la limite, tu as un énergumène de ce type, 27 ans, il se prend pour ce qu'il n'est pas, qu'il est le fils d'eux, il se permet de prendre la parole, on l'invite sur tous les plateaux, l'enfant gâté, mais derrière, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas d'article 40, comme on dit, pour saisir le procureur de la République. Alors, messieurs, commentaires. J'allais dire no comment, parce que je vous dis comme... Zeribi a bien résumé l'histoire. Il a raison, parce qu'on s'étonne comment il n'y a pas de saisine de la justice. Le procureur de la République, il me semble, donc, dans le droit français, il peut s'autosaisir lorsque des propos menacent la sécurité
Et il y a de l'appel à la haine, alors qu'il y a un appel à la haine clairement et à la violence. Incitation à la violence. Mais personne n'a vu, donc on comprend maintenant comment fonctionne la justice, le système judiciaire français, comment fonctionne le système français dans son ensemble et comment les relations de la France sont faites ou sont gérées par rapport à un pays étranger. C'est-à-dire qu'on laisse quelqu'un qui ne représente rien, comme disait M. Zeribi, dire ce qu'il veut sur un État souverain. L'Algérie est un État souverain. L'ambassade de l'Algérie à Paris représente l'État souverain algérien. Il faut rappeler qu'il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie à Paris parce que l'Algérie a baissé le niveau de la représentation diplomatique après la décision de Paris et de la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, de passer outre le droit international et de considérer ce qui est appelé le plan d'autonomie comme une solution au conflit au Sahara occidental. Donc depuis juillet de cette date, il n'y a plus d'ambassadeur et malgré ça, malgré le fait que le niveau soit bas, l'ambassade est ciblée et toute la communauté algérienne est ciblée. Parce que c'est ça, parce que ces propos, parce que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, a encore une fois attaqué l'Algérie après une attaque terroriste de type terroriste à Mulhouse par un Algérien, présenté comme un Algérien, on ne l'a pas vu, on ne sait pas quel est son nom, comme d'habitude, qui serait sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il accuse directement, deux phrases après, il accuse directement l'Algérie d'être derrière ça, ce qui est bien sûr scandaleux. Moi, je pense qu'il y a aussi une circonstance aggravante, ce sera très rapidement, mais une circonstance vraiment aggravante pour le cas de Louis Sarkozy. Il n'est personne, mais il est le fils de Nicolas Sarkozy, qui a déjà, si vous voulez, une panoplie, on va dire, de griefs et de scandales. Notamment, le plus important, c'est l'agression et la déstabilisation d'un État souverain qui est la Libye, qui a entraîné toutes les conséquences que ça a entraîné, notamment la déstabilisation de toute la région, la profusion de groupes terroristes. Et toute la région nord-africaine et sahélienne subit encore les conséquences de la décision de cet homme politique-là qui est encore poursuivi. Vous avez cité quelques affaires, mais on en a beaucoup d'autres. Il est cité et poursuivi dans une dizaine d'affaires, voire plus. Et donc, je pense que c'est vraiment des circonstances aggravantes qui peuvent, si vous voulez, servir pour maximiser le grief du fils Sarkozy. Affaire à suivre, bien entendu, n'est-ce pas monsieur, alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer quand même d'aller dans le fin fond de sujets qu'on a quand même préparé minutieusement ce soir. La justice française qui est officiellement saisie par Saada Arban dans le conflit l'opposant à Kamel Daoud. Donc, c'est un petit peu l'affaire qui refait surface. Peut-on dire aujourd'hui, Faisal Matawi, que c'est le début de la tourmente pour Kamel Daoud qui est saisi par la justice? Ah oui, c'est le début de la tempête. Oui. Parce que celui qui, s'il pense se cacher dans les salons de Paris en débitant des insanités contre son pays... Il se croyait tiré d'affaire. Il se croyait tiré d'affaire. S'il pense que la France, de la bien-pensance, va le protéger, il se trompe. Parce qu'il y a la main de la justice, elle est lourde parfois et elle peut arriver là où il est. Parce que l'homme est accusé d'avoir volé une histoire sans le consentement de la victime, Saada Arban, d'avoir écrit un roman, et je pense qu'il a roulé dans la farine même sans éditeur, Gallimard persiste à le défendre parce qu'il y a de l'argent derrière. C'est des millions d'euros, il faut noter. Nos amis téléspectateurs doivent savoir qu'un prix Goncourt gagne beaucoup d'argent, l'éditeur énormément d'argent grâce aux ventes, etc., aux droits, etc. Et donc, sur le dos, cet argent est gagné sur le dos de Mme Arban. Madame Arban, qui pensait, Kamel Daoud, qui pensait pensait écraser cette femme en écrivant un livre, en s'inspirant de son histoire, ou pratiquement en copiant son histoire. Il est poursuivi par la justice française, mais également par la justice algérienne. Parce qu'il me semble que le parquet d'Oran, qui poursuit l'affaire depuis plusieurs semaines... Le fameux article récemment apparu. On n'a pas d'article. Pas de délit de presse en Algérie. Il est poursuivi pour la même affaire par la victime Saada Arban et par l'Organisation nationale des victimes du terrorisme. Il revient à la charge pour pas plus tard que donc tout récemment, il y a quelques heures, où il a écrit un article intitulé justement Architecture coloniale, tout doit disparaître. Il remet en cause l'Algérie dans ce qu'il dit encourager la destruction des habitations coloniales. Donc finalement, ce n'est pas un fait du hasard. Oui, il est dans la logique d'extrême droite. À mon avis, Kamel Daoud il suit le sillage a rejoint l'extrême droite, peut-être avec des objectifs ou à dessein, etc. Mais la justice algérienne va engager les procédures, comme l'a expliqué Sofiane,
et le parquet d'Oran peut lancer un mandat d'arrêt international. Ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter. Cette histoire ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Kamel Daoud pourra dire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, je pense que même les médias français, Sofiane, commencent à s'intéresser à l'histoire, commencent à s'intéresser à... D'ailleurs, Mediapart a publié un article où il a donné la parole, c'est la première fois que ça arrive dans un média français, à Madame Arba, en essayant de l'écouter. Et aussi, il y aura des articles qui vont paraître. Je pense qu'il y a un article qui est paru qui a déconstruit la thèse de Kamel Daoud disant qu'il est le premier à aborder la tragédie nationale, la décennie noire, alors qu'il y a des romans qui sont sortis. Terrible, des romans, des films, il y a beaucoup de traitements. On passe vraiment... Je sais que... Quelque chose de très important, je pense, y compris sur l'affaire Kamel Daoud, c'est que si vous voulez, il y a deux affaires. Il y a une affaire en Algérie où Kamel Daoud, qui est algérien, est poursuivi par la justice algérienne, par la victime et par l'organisation des victimes du terrorisme, parce qu'il s'agit aussi d'un texte qui a été non seulement volé à une victime sans son consentement, mais qu'il s'agit aussi de remuer les plaies de la décennie noire. Et une autre affaire, il y a aussi la société civile en France qui s'est saisie, notamment les associations de protection des droits des femmes, parce qu'il s'agit aussi d'une attaque infâme contre une victime qui est aussi une femme qui est attaquée dans son intimité, dans son histoire intime. Et je pense qu'il y aura aussi des remous par rapport à cette affaire-là, qui a été beaucoup politisée par les médias d'extrême droite en France, comme l'affaire d'un autre écrivain algérien qui est poursuivi par la justice de son pays, celle de Boualem Sansal, qui lui a d'autres griefs, mais à mon avis, les deux sont liés dans la même sphère qui a pour objectif la déstabilisation de l'Algérie et aussi le dénigrement de tout ce que représente l'Algérie historiquement, politiquement et aussi symboliquement. Merci Sofiane Baroudi. Alors, on voulait parler un petit peu du C8, qui vient d'être, n'est-ce pas, la chaîne française Bolloré, toujours, qui vient d'être complètement arrêté, interrompu définitivement par l'ARCOM, le Conseil d'État. Et on voulait également aborder le prix de Yasmina Khadra. Alors, le prix, l'écrivain algérien qui est de renommée internationale, Yasmina Khadra, a été, il faut le rappeler, doublement honoré en Espagne après avoir reçu le prestigieux prix Pepe Carvalho, et il s'est également vu décerner le prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée. Vraiment, ça méritait qu'on en parle, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, juste un petit mot. Yasmina Khadra a été félicité par le président Abdelmajid Tebboune, et lui-même a répondu que c'était la première fois qu'un président le félicite. Ça veut dire que l'Algérie n'est pas un pays qui est contre les écrivains, contrairement à ce qu'écrit Kamel Daoud et ceux qui lui ressemblent, comme quoi l'Algérie est contre ses écrivains, alors que c'est pas du tout pour eux. Justement, pour aller dans le sillage de Faisal Matawi, contrairement à toute la propagande d'extrême droite qui estime que l'Algérie n'est pas un pays d'écrivains, Yasmina Khadra est dans la lignée des grands écrivains algériens, des Katib Yassine, des Mouloud Ma'amri, des Mouloud Ferroun, qui a été assassiné par l'OAS et dont personne ne parle, et d'autres grands écrivains qui ont toujours été honorés et soutenus par l'Algérie. Voilà. Ceux qui ont choisi de rester algériens, quoi qu'il en coûte. Merci Faisal Matawi d'avoir été avec nous. Merci Sofiane Baroudi. Je rappelle, vous êtes chroniqueur, vous êtes journaliste à Al24. On se retrouvera juste après le Ramadan, vu que durant le Ramadan, on prendra un petit break. Pas nous, Mediapro. Voilà, nous on reste avec vous pour d'autres émissions, Inch'Allah. Au revoir.